qu'est-ce que c'est qu'un système embarqué? C'est un système qui est basé sur deux composantes, donc logiciel et matériel. Donc, il y a de l'informatique, de l'électronique, hein, pour faire simple, et qui a la spécificité d'être enfoui dans un autre système, c'est-à-dire embarqué, d'où le nom système embarqué. Et du fait d'être embarqué, il n'est pas toujours visible, mais il est présent dans plusieurs domaines, donc quasi tous les domaines de l'activité économique, et on peut le trouver donc en robotique. Donc, je pense que c'est assez intuitif d'imaginer qu'il y a des objets portant sur le logiciel de matériel, mais également donc dans l'automation, les transports avec toutes sortes de capteurs, par exemple dans une automobile, donc capteurs intelligents, en médecine avec les prothèses intelligentes, les systèmes, par exemple, de dosage pour donner précisément la quantité de médicaments pour un patient. Dans la réalité, effectivement, toutes sortes de domaines auxquels on puisse penser, on pourra trouver des systèmes embarqués qui sont associés. Donc, les systèmes embarqués sont vraiment partout. Donc, on va peut-être passer le slide. Et du fait d'être partout et de cette présence dans divers domaines, donc, et ces systèmes font partie donc, des grands enjeux, donc sont au cœur de grands enjeux aujourd'hui, donc des enjeux sociétaux, parce que les objets connectés, par exemple, qui, on pourrait dire, envahissent ou facilitent notre vie, je préfère dire comme ça, donc façonnent en tout cas le quotidien des gens. L'enjeu économique, naturellement, puisque les systèmes embarqués sont dans la chaîne de création de valeur avec de nouveaux produits, de nouveaux services, et l'enjeu aussi d'innovation, puisque les objets connectés et les systèmes embarqués sont de plus en plus complexes, de plus en plus performants, justement parce qu'il y a de l'innovation. Donc, si on peut voir d'ailleurs que l'importance des systèmes embarqués dans ce contexte-là, ce sont les initiatives à la fois du public et du privé, des secteurs publics et privés, pour supporter ce type, donc financer, aider ce type d'activité. On voit notamment avec les entreprises, les projets d'entreprise, les projets de gouvernement pour créer des projets donc, de systèmes embarqués. Donc, dans cette slide-là, on en voit plusieurs. Et la présence des systèmes embarqués dans les IRT et dans les pôles de compétitivité qui ont été créés justement pour accélérer et pour garantir donc, cette innovation, ce support à l'innovation et la capacité de compétitivité des entreprises françaises. Donc, tout cela veut dire, si on passe le slide, parce que je n'ai pas la main là, du slide, tout cela veut dire que cette innovation, le fait d'être au cœur de cet enjeu, de ces enjeux, fait que les entreprises créent naturellement des opportunités d'emploi, donc d'exercice de métier dans le domaine du système embarqué, et des entreprises, comme je disais tout à l'heure, donc qui couvrent un domaine très large d'application. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous si vous êtes intéressé pour une formation qui est dans un contexte dynamique et croissant. Donc surtout que si vous voyez bien, donc les métiers qui sont visés par ce type de formation, donc notre formation système embarqué, conduisent donc à des postes à responsabilité. Et si on passe le slide suivant, donc on va voir que qui dit poste à responsabilité dit poste exigeant en termes de compétences, puisque les entreprises offrent effectivement, il y a des postes ouverts pour des cadres experts en systèmes embarqués, mais les entreprises attendent également que ces cadres soient à même de gérer, de prendre en compte différents types de contraintes, donc qu'elles soient techniques comme l'énergie, la complexité, performance, temps réel, etc., mais aussi d'usage et donc du contexte qui puisse prendre du recul et puisse analyser le projet de système embarqué comme étant quelque chose de global. D'accord ? Donc, et là, je dirais, il y a une seconde bonne nouvelle qui est que la formation master spécialisé système embarqué de Télécom Paris va justement répondre à ce besoin des entreprises. Les entreprises attendent des gens formés,
correctement formés, une formation de haut niveau, et c'est ça qu'on va proposer. Comme on va voir à la slide suivante, la formation système embarqué de Télécom Paris est justement une formation en phase avec les attentes des entreprises pour diverses raisons. Déjà, dès la construction, donc la conception de cette formation, puisqu'elle est le fruit de beaucoup de discussions avec les entreprises, d'un contact qu'on a très proche avec le milieu des entreprises à l'école. Et donc, nous avons intégré, nous avons été très à l'écoute des attentes des entreprises, des besoins en formation, en compétences qu'elles avaient. Et donc, dans la conception, mais également dans la mise en œuvre de la formation, puisque comme on peut voir dans cette slide, la moitié des intervenants viennent donc de ce monde, donc ce sont des professionnels qui sont en activité dans le monde de l'industrie des entreprises. Donc, c'est pour ça, tout naturellement, que la formation a reçu un soutien fort des entreprises, qu'elles soient de grands groupes comme Thales, Schneider, ou des petites entreprises ou de start-up innovantes comme Vitilab ou d'autres. Bon, il y en a plusieurs, nous avons ici mis quelques-unes. Mais aussi, je tiens bien à insister sur ça, le soutien d'Embedded France et de Syntec Numérique, qui sont les syndicats, donc le regroupement d'entreprises, d'acteurs du domaine, donc les principaux acteurs du domaine des systèmes embarqués en France. Donc, nous avons reçu le soutien de toutes ces institutions-là. Alors, regardons ce qu'il y a dans cette formation. Donc, ça a été dit tout à l'heure, donc, dans l'architecture générale d'une formation master spécialisée. Donc, effectivement, pour le master spécialisé système embarqué, il y a deux phases. Il y a une phase qu'on dit d'enseignement, donc, que pour le système d'OMS système embarqué dure 6 mois. Donc, il y a des leçons, des TD, des TP, mais beaucoup de projets. C'est une formation très tournée vers la pratique. Walid, qui va parler à la fin, pourra faire un témoignage. Et donc, après cette phase d'enseignement, il y a la phase mission d'entreprise. La mission d'entreprise, c'est la phase dans laquelle donc l'étudiant va mettre en pratique les apprentissages, compétences et connaissances qu'il a acquises pendant la phase des enseignements, mais c'est aussi le cadre pour la préparation de la thèse professionnelle, qui est quelque chose qui est bien caractéristique de toute formation MS. D'accord? Donc, cette mission dure de 4 à 6 mois. Donc, l'OMS Systèmes embarqués est une formation qui peut être conclue, obtenue en 12 mois, donc en une année. Et donc là, vous avez, et ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les MES également. Donc, la partie enseignement va donner lieu à 45 ECTS, donc des crédits d'enseignement, et la partie mission d'entreprise, thèse professionnelle, va donner lieu donc à 30 ECTS. Et c'est l'acquisition de ces 75 ECTS qui permet d'accorder le diplôme. Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a derrière la partie enseignement. Et je vais passer la parole à mon collègue Florian. Je vais vous présenter le programme de notre master spécialisé. On va commencer avec un vue globale de la formation. Donc, on a plusieurs blocs de cours qui sont regroupés. Ce groupe de cours représente à la fois le niveau et la progression temporelle de notre master. On commence avec le bloc BE1. C'est une sorte de remise à niveau et des compétences de base qui doivent être acquises par tous les élèves qui suivent notre formation. En BE2, des cours qui sont nécessaires comme compétences de base pour notre formation. En BE3, on a des cours qui sont plutôt transverses, donc qui sont souvent liés à des questions de management, de l'innovation, donc des cours qui sont pas forcément qui sont liés au programme technique, mais pas focalisés sur l'aspect technique en soi. Et à la fin, le module BU4, ce sont des cours d'approfondissement. On va regarder certains aspects spécifiques de certains domaines d'application, comme par exemple le système temps réel ou l'Internet of Things. Je vais par la suite vous exposer quelques exemples de cours. Donc, je commence avec un cours dans lequel j'interviens moi-même. C'est le cours programmation concurrente.
Donc, l'idée derrière cette cours-là, c'est apprendre la programmation sur plusieurs processeurs. Donc, on va écrire un seul programme qui est constitué de différentes activités qui s'exécutent sur différents processeurs. Et évidemment, il y a différentes architectures matérielles qui peuvent intervenir ici. On voit, il y en a une architecture de type multicœur, comme on le trouve souvent dans les architectures de téléphones portables. On peut aussi voir d'autres architectures qui sont peut-être dans IoT, où on a un réseau et différents processeurs qui sont connectés sur le réseau. Évidemment, en fonction de l'architecture matérielle, le problème de programmation est complètement différent. Mais il y a quand même des problèmes communs. Notamment, un problème commun, c'est la question de comment je partage les informations. Évidemment, quand j'ai un seul mémoire, le partage de l'information est relativement simple. Par contre, en cas d'un réseau, il faut diffuser les données dans différentes mémoires des processeurs. Et évidemment, un processeur ici n'a pas forcément accès à la mémoire de notre processeur. Et donc, ça pose de gros problèmes, à la fois d'un point de vue de performance, mais aussi d'un point de vue de communication. Donc, évidemment, on veut partager des informations sans surcharger les réseaux. Par la suite, on va regarder des problèmes comme comment se mettre d'accord sur la dernière valeur d'une donnée partagée. Parce que, évidemment, si j'ai plusieurs composantes qui manipulent les données en même temps, à un moment, il faut décider qui a la dernière version d'une certaine donnée et les modifier. Et on peut aussi rencontrer des situations où on modifie une donnée pratiquement en même temps. Donc là, il faut décider quelle est la dernière valeur et qu'est-ce que cette valeur représente. Par la suite, on va regarder des aspects de synchronisation de calcul, donc comment on peut se mettre d'accord. Et une partie que je trouve un côté fort de ce cours-là, on va regarder tous ces aspects-là sur différents niveaux d'abstraction. Donc, on va commencer avec des aspects matériels, parce qu'évidemment, les systèmes embarqués sont souvent liés à des aspects matériels. Mais on va regarder différents niveaux d'abstraction jusqu'à des modèles de programmation assez haut niveau, basés sur les acteurs. C'est un modèle de programmation pour justement des systèmes concurrents. Je passe à un deuxième cours, un cours sur la vérification et le test. Comme la spécialité de notre master spécialisé, c'est la combinaison entre logiciel et matériel. On a aussi des problèmes de vérification et des tests sur les deux aspects-là. On a un aspect logiciel et un aspect matériel. Et justement, on aimerait bien s'assurer que le système entier soit correct. Du côté logiciel, on va explorer des concepts de test pour s'assurer que le logiciel fonctionne correctement, en collaboration évidemment avec une plateforme matérielle. Et de côté matériel, on va aborder des questions comme parfois on va évidemment intégrer des composantes matérielles spécifiques pour un certain système embarqué qui sont par la suite utilisées par le logiciel. Mais évidemment, il faut s'assurer que ce composant matériel spécifique soit correct. Et dans ce cours-là, par exemple, on va aborder des problèmes de vérification formelle en utilisant une technique qui s'appelle SVA ou System Verilog Assertions. En gros, l'idée derrière ce système-là, c'est quand on a un circuit matériel, comme on voit ici, on a évidemment des entrées et des sorties de notre circuit. Et ces entrées et les circuits évoluent au fil du temps. Et donc, il faut exprimer des caractéristiques sur l'évolution des valeurs côté entrée et côté sortie. Et justement, la technologie SVA nous permet de faire ça en utilisant une sorte de logique temporelle qui nous permet de dire, faire des déclarations de genre, s'il y avait un certain événement, on s'attend qu'un certain nombre d'unités de temps plus tard, un autre événement se produit. Et donc, ce type de technique nous permet de vérifier
qu'une composante matérielle se comporte correctement. Et le dernier cours que j'aimerais bien exposer porte sur la sécurité et la fiabilité dans le système embarqué. De nouveau, il y a les deux aspects du système embarqué, côté matériel et logiciel. Ce cours-là est un peu plus focalisé sur le matériel, mais bon, souvent, la fiabilité est aussi un lien direct avec le logiciel. Donc, dans ce cours-là, on regarde les deux aspects fiabilité et sécurité. Il y a un point commun entre ces deux domaines-là, c'est la notion de faute. Dans le domaine de fiabilité, la faute vient des caractéristiques aléatoires, par exemple du matériel. Ça peut être le vieillissement ou des rayons qui viennent de l'extérieur, qui perturbent le système et peuvent nous amener à un état fautif du système. Et donc, dans ce cours-là, on regarde comment on peut gérer ce type de situations qui sont imprévues. Et de même, on va regarder comment on peut appliquer des techniques liées, mais pas tout à fait identiques, venant de la sécurité. Ici, la faute ne vient pas forcément d'un phénomène physique ou naturel, mais des attaques qui sont intentionnelles. Quelqu'un qui va attaquer notre système, soit en manipulant le matériel, soit en manipulant une couche logicielle, soit en envoyant des messages sur les réseaux, et donc qui essaie de provoquer un état fautif de notre système exprès. Et donc, ce cours-là porte sur les techniques de gestion de fautes liées à ces deux problèmes, fiabilité et sécurité. Le dernier élément de notre formation que j'aimerais bien exposer, c'est le projet Fil Rouge. Ça, c'est un projet qui accompagne les étudiants pratiquement sur toute la longueur de la formation, avec un but de mettre les élèves dans une situation professionnelle. Donc, en général, ces projets Fil Rouge sont proposés par une entreprise, par des professionnels, avec une application directe qui est liée aux activités de cette entreprise. Cette année, par exemple, on avait un projet basé sur la géolocalisation, où les étudiants travaillaient sur cette problématique. Normalement, les élèves travaillent en équipe, donc il y a un échange entre élèves, une formation d'équipe, vraiment une collégialité qui se met en place au travers de ce type de projet. Donc, le grand avantage de ce projet de Fil Rouge, c'est le lien étroit avec un industriel où on peut déjà mettre en œuvre toutes les compétences qu'on a acquises durant les autres cours de la formation. Et avec ça, je vais passer la main de nouveau à Walid, qui va présenter son expérience comme étudiant dans notre formation. J'ai suivi justement à la fin de la formation les cours à distance. Donc, les cours à distance sur BB Collab ou sur Zoom. Donc, aujourd'hui, je peux déjà donner un premier retour pour certains futurs élèves sur comment se passent ces cours à distance. Et généralement, ces cours se passent bien. Donc, n'hésitez pas à poser des questions après la présentation que je vais faire. Et la présentation que je vais vous faire maintenant concerne, on va dire, les principaux, pour moi, points saillants que je garde sur cette formation. Donc, tout d'abord, quand on parle de système embarqué, pour moi, je pense tout d'abord à la première classe de système embarqué, premier type de cartes, on va dire, qui sont les systèmes on a chip, qui sont des types de cartes avec une architecture type ARM. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait au cours de cette formation-là? On va commencer à configurer cette carte, ce microcontrôleur, les entrées-sorties, les différents périphériques, etc. Et en réalité, on retrouve cette architecture ou cette carte, on va dire, cette architecture ARM sur vos téléphones. Donc, en fait, ce que vous allez faire dès le début de votre formation, et c'est vraiment les 2 premiers mois, on va dire le premier mois et demi de cette formation, de formation master spécialisé système embarqué, c'est que vous voyez carrément votre téléphone portable, votre smartphone s'assembler devant vous. Donc, dans un premier temps, vous commencez à faire ça. Puis, dans un second temps, vous commencez à travailler sur ce qu'on appelle les FPGA, les fils
Programmable Gate Arrays, qui sont, on va dire, un autre type de cartes, un ensemble en fait de portes logiques reprogrammables. Et on va dire que l'avantage en fait de ce type de carte par rapport au SOC, au système on chip présenté précédemment, c'est que, étant donné que ces cartes en fait sont des portes logiques reprogrammables, vous pouvez en fait, ils ne sont pas optimisés que pour une seule utilisation. Et contrairement aux ASIC ou aux SOC, ils sont idéaux pour le prototypage de vos futurs projets. Donc là, par contre, on apprend un nouveau langage de programmation. C'est pas du C ou du C++ que vous allez utiliser, ce sera du VHDL ou du Verilog, suivant ce que vous soyez en Europe ou aux États-Unis. Donc voilà. Ça, c'était les deux, on va dire, principaux points qu'on voit dès le début de la formation, les SOC et les FPGA, que je garde encore assez fraîchement en tête. Et ensuite, deux autres points que je garde aussi en tête. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les systèmes embarqués, et ça on s'en rend compte au fur et à mesure, mais c'est toujours très difficile de se dépatouiller, on va dire, dans tout ça. Les systèmes embarqués, c'est beaucoup de contraintes, pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'électricité et pas beaucoup aussi de temps de calcul, pas beaucoup de CPU. Donc, par exemple, dans un avion, etc., vous allez avoir beaucoup de périphériques, vous allez avoir beaucoup, on va dire, de priorités. Et pour autant, c'est à vous, en tant qu'ingénieur système embarqué, de vous dépatouiller pour à la fois, entre guillemets, distribuer de l'énergie au bon périphérique et du temps de CPU, du temps de calcul. Donc, il faut à la fois penser énergie lorsque vous faites votre code. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, faire un code propre, efficace, permet d'avoir une consommation plus faible. Donc, vous réapprenez, en fait, entre guillemets, la programmation. Et autre point aussi saillant sur penser énergie, là aussi, vous apprenez, vous réapprenez plutôt sur les différents systèmes embarqués, quelles sont les technologies existantes ou à utiliser en fonction des contraintes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quels sont les convertisseurs alphanumériques, analogiques numériques à utiliser, si c'est des sigma delta, etc. Le choix, par exemple, pour ce que vous verrez après par la suite, est-ce que je dois utiliser de la 5G, du LoRaWAN, du Sigfox ou du Bluetooth Low Energy? Et là aussi, c'est en fonction des besoins, en fonction de la consommation d'énergie et en fonction de la quantité de données ou de la sécurité à utiliser ou à appliquer. Donc, voilà. Première contrainte, penser énergie. Deuxième contrainte, penser sûreté. Je n'ai pas parlé de la sécurité. La sûreté, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans un avion ou dans une voiture, les informations d'accélération, de freinage, etc., elles doivent arriver beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc là, on introduit la notion de parallélisme threading. C'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, Monsieur Brandner, ou non, des fois on ne doit pas l'utiliser, bien au contraire, de temps maximal d'exécution sur des processus. Donc il faut toujours penser un petit peu à ça. Ce n'est pas uniquement de l'informatique, c'est vraiment de l'application directe de choses du quotidien. Et à la fin de la formation théorique, je n'ai pas encore commencé mon stage, à la fin de la formation théorique, vous avez quelques semaines de projet final pendant lesquels vous vous mobilisez avec la supervision de tous les professeurs qui sont là pour vous accompagner. Vous mobilisez toutes vos connaissances vues dans l'année, donc les FPGA, les SOC, les drivers Linux, les périphériques, etc., pour être paré à utiliser, pour être paré à l'emploi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je vais vous montrer une petite vidéo sur ce que je veux dire par ici. Hop, sharing. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a relié ici, on ne voit pas bien connecté, un FPGA, enfin plutôt un STM32. On a programmé ici les différents capteurs qui sont programmés sur la carte, qui sont déjà intégrés sur la carte. La petite LED, la petite lampe, ça correspond à une bille. Et quand on penche justement cette carte, la bille va commencer à tomber. Et ainsi de suite. Et elle va suivre en fait la pente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait très rapidement, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, on est, entre guillemets, on cherche à être paré à travailler en entreprise. Donc, je vais redonner la main à Madame
Navinaire, concernant les conférences métiers. Bon, donc un autre volet de cette formation, ce sont les conférences au métier. Donc, ce sont des moments d'ailleurs très appréciés par les étudiants, dans lesquels donc il y a des experts donc en activité dans l'industrie. Donc ici, il y a quelques exemples de personnes qui viennent et qui discutent. Donc, on passe 2 heures avec les étudiants à discuter, à présenter quelque chose, une problématique ou un projet ou une expérience réelle, donc du monde de l'entreprise. Et ce sont des moments effectivement très intéressants d'échange où commencent à se créer d'ailleurs des liens pour des stages où ils commencent à faire leur réseau. Donc, en dehors des conférences qui existent par ailleurs à l'école, puisque l'école offre très régulièrement des conférences à tous les étudiants. Mais dans le MS Systèmes embarqués, nous avons un cycle de conférences spécifiques pour nos étudiants, donc qui traitent des sujets spécifiques des systèmes embarqués. Et notre slide. Bon, donc cette dernière slide, donc si on a un petit peu de temps, je ne sais pas encore pour des questions, mais bon, c'est un slide qui permettait de rappeler donc l'accès à la formation, donc ça a été mentionné tout en début, et sinon rappeler donc la date limite pour les candidatures. Donc si vous êtes intéressé pour exercer un métier avec un poste à responsabilité dans le domaine des systèmes embarqués, surtout n'hésitez pas à déposer votre candidature ou à prendre de contact avec moi-même ou l'assistante de la formation pour avoir plus d'informations. Et en attendant, donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je pourrais poser une question, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est une question adressée à M. Wali. Est-ce que la carte que vous nous avez montrée tout à l'heure, c'est quel type de carte? Parce que j'ai eu l'occasion de programmer avec Arduino sur des cartes Arduino et je voulais savoir c'est quel type de carte. Je m'entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. STM32, c'est du Cortex M4. Architecture ARM Cortex M4. Ah, merci beaucoup. Donc, c'est les cartes desquelles vous nous parliez avant. Okay. Comment? C'est la carte c'est la carte pour laquelle vous nous avez expliqué avant. C'est ça. Sur vos téléphones portables, oui. C'est aussi du Cortex, un poil plus cher et plus compliqué, entre guillemets, mais c'est la même configuration, c'est la même chose. Là, c'est un étudiant pour apprendre. C'est très bien pour apprendre. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de réaliser le stage de fin d'année à l'étranger ou non? Ou c'est uniquement en France? Oui, donc je peux répondre à cette question. Oui, absolument. Et est-ce que l'école aide, par exemple, à trouver les stages à l'étranger ou quoi, vu que c'est pas dans le même pays? C'est vrai. Elle ne cherche pas particulièrement à trouver des stages à l'étranger. Par contre, l'école a un site dans lequel elle dépose, elle publie les diverses propositions de stages qui sont faites par les entreprises. Donc, il y a ce banc, en quelque sorte, de propositions dans lesquelles les étudiants regardent et explorent pour voir des propositions qui soient de leur intérêt, donc en phase avec leur formation, bien évidemment, puisque la mission d'entreprise doit être validée par le responsable pédagogique. Donc, il faut qu'elle corresponde aux objectifs pédagogiques de la formation, mais il y a énormément de propositions. Et si l'offre concerne une entreprise à l'étranger, donc il n'y a pas de problème en particulier pour que ce stage se fasse à l'étranger, du moment où il respecte les objectifs pédagogiques. D'accord, merci. Et du coup, j'avais juste une autre question. Pour ma part, par exemple, j'hésite entre 2 masters spécialisés, donc système embarqué et intelligence artificielle. Je pense que je vais plus me tourner vers le système embarqué. Mais comme le côté intelligence artificielle me plaît aussi, est-ce que après le master, il y a des possibilités de poursuite de formation, donc peut-être des formations plus courtes de quelques mois ou quoi, ou est-ce que vous avez ça, une certaine passerelle ou quoi, ou non? Bon, ma collègue
Onze pourra vous répondre plus précisément parce qu'il y a des formations courtes aussi. Je vais la laisser répondre. Bon, en supposant que vous choisissez système embarqué, quelle est la possibilité de poursuivre par une formation dans le domaine de l'intelligence artificielle? Oui, je pense qu'il faut regarder un peu ce que vous recherchez exactement dans la partie intelligence artificielle, si c'est le machine learning, si c'est la robotique, si c'est l'interaction homme-robot ou robot avec l'environnement ou le système d'intelligence artificielle avec son environnement. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'en plus du master spécialisé ou après le master spécialisé, vous pourriez faire un certificat d'études spécialisées en intelligence artificielle. Geneviève, tout à l'heure, parlait voilà, de cette offre de formation que nous avons, formation certifiante, donc de plus courte durée et à temps partiel, en tout cas pour le CES intelligence artificielle. On pourrait en discuter. On pourrait voir, selon votre profil, est-ce que vous recherchez éventuellement à suivre des modules de formation. En tout cas, on a une offre certifiante et courte de modules d'intelligence artificielle qui pourrait être complémentaire au MS système embarqué. D'accord, super, merci. Il y a d'autres questions? On pourra après peut-être continuer par le chat éventuellement. Je ne sais pas si... Il y avait des questions tout à l'heure sur les cours à distance, donc peut-être Walid peut en parler ou... Oui, allô, il y a une question. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Déjà, je suis arrivé en retard. J'avais beaucoup d'activités là où je suis. J'aimerais savoir, par rapport aux cours à distance, est-ce que dans le principe, c'est vu au vu de la situation sanitaire actuellement, nous ne savons pas comment, il y a beaucoup d'incertitudes et chaque pays a sa situation spécifique. Nous, ceux qui sont à l'étranger, est-ce que c'est possible de pouvoir faire cette formation à distance de façon efficace? Est-ce que dans l'emploi de temps ou dans la manière dont on a conçu donc, ces masters spécialisés, on a prévu donc justement donc, ces cas où peut-être l'étudiant ou le professionnel ne pourrait pas venir sur place? C'est globalement ça ma première question. Et ma deuxième question serait sur le contenu. Est-ce que c'est possible de, après un master spécialisé, de continuer dans la recherche, par exemple en doctorat ou en PhD? Je vous remercie. Donc, je vais donner des éléments de réponse. Donc, pour votre première question sur les cours à distance, compte tenu de la situation sanitaire, donc il avait été dit en début de présentation par la responsable, la directrice de la formation continue. Donc, toutes les équipes pédagogiques travaillent actuellement sur la possibilité d'une offre mixte qui va permettre justement de donner cours en présentiel, mais tenir compte donc de la difficulté pour certains des admis de ne pas assister à ces cours en forme présentielle. Donc, nous étudions en ce moment, donc nous sommes en train de travailler sur cette solution. Pour votre deuxième question, donc, est-ce qu'après un master spécialisé, il est possible de faire un doctorat? Moi, je dirais, bon, pour faire un doctorat, il faut avoir un bac plus 5. Pour faire un master spécialisé, il faut également avoir un bac plus 5 actuel. C'est la règle. Donc, par contre, je dirais que la formation master spécialisée, elle peut, vous pouvez faire un doctorat après, puisque vous avez la condition nécessaire qui est d'avoir un bac plus 5. Cela étant dit, la formation en master spécialisé n'a pas comme propos de préparer à un travail académique de recherche.
Donc, c'est pas son objectif. Vous pouvez, parce que vous aviez déjà, a priori, les diplômes nécessaires pour entrer dans un doctorat, puisque pour entrer dans un MS, il faut avoir Bac+5. Mais disons que ce n'est pas la voie, disons, naturelle pour faire un doctorat. D'accord, merci beaucoup, j'ai compris. Peut-être un petit complément. Je sais que au moins un élève de notre master spécialisé a postulé pour des postes de thèse. Donc, c'est une voie qui est définitivement ouverte. Et l'élève en question, il a échangé avec les enseignants de télécom, justement pour trouver des contacts et trouver des endroits où il peut postuler. Donc, c'est pas quelque chose de théorique, c'était déjà fait. Donc, ça a déjà eu lieu. Mais comme Lérida a dit, que la formation elle-même ne vise pas ça, forcément. Si je peux compléter aussi pour le master spécialisé Big Data, par exemple, donc déjà, les masters spécialisés sont des formations professionnalisantes. Ce ne sont pas des formations de M2 recherche. Mais pour le master spécialisé Big Data, nous avons eu des participants qui, après leur diplôme de master spécialisé, se sont inscrits en thèse, entre autres en thèse CIFRE. Donc, c'est les thèses qui sont à cheval entre une entreprise et un laboratoire de recherche d'université ou d'école. D'accord. J'apporte juste une autre précision par rapport aux cours à distance. Ils sont envisagés pour le début de la formation, mais pas pour l'intégralité. A priori, il faudrait quand même qu'à un moment ou à un autre, vous soyez présent en France.